Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau Parlons thématique. J'espère d'abord que vous allez tous bien et que effectivement on commence à voir un petit peu le bout du tunnel et qu'on aura l'occasion de vous revoir physiquement très bientôt. Alors aujourd'hui, vous connaissez le principe de notre Parlons thématique. On va évoquer plusieurs gestions thématiques de la maison CPR, mais nous avons souhaité avoir un regard un petit peu différent en lien avec ce que nous venons de vivre et donc peut-être prendre un petit peu de hauteur. Donc j'ai demandé à Bastien Dru, qui est stratégiste dans l'équipe d'économistes de CPR et qui est plus particulièrement en charge de la macro-stratégie sur les thématiques et les grandes méga-tendances. Et donc, j'ai demandé à Bastien de venir avec nous ce matin, nous faire un petit point sur justement ces méga-tendances, comment elles ont pu évoluer ou non pendant et après cette crise. Et donc, évidemment, on fera un focus sur deux tendances particulières qui nous semblent être particulièrement intéressantes aujourd'hui et sur lesquelles nous intervenons en termes de gestion. Et pour cela, nous serons avec Yasmine Debray et avec Alexandre Blin. Donc Yasmine nous parlera du fonds Social Impact, donc sur la réduction des inégalités, et Alexandre nous parlera du fonds Climate Action, donc sur la réduction des émissions carbone et comment on gère un portefeuille dans un contexte d'alignement sur notamment les accords de Paris. Voilà, donc un petit point donc de 30 minutes comme d'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Je vais laisser tout de suite la parole à Bastien. J'en profite pour mentionner la sortie de son livre, L'économie de demain et 25 méga-tendances, qui est particulièrement d'actualité. Et donc, bien évidemment que Bastien ne va pas commenter, mais certains éléments dont il va parler seront évidemment repris dans son ouvrage. Bastien, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Est-ce que les slides apparaissent? Elles vont apparaître. Il faut juste que je Super. retrouve le petit module. Je te laisse commencer pendant que. Oui, alors donc aujourd'hui, on va parler des méga tendances. Si on suit la typologie qui est faite par les économistes, par exemple, des Nations Unies, il y a 5 méga tendances qui modèlent le monde d'aujourd'hui et également le monde de demain. On a le changement climatique, on a la montée des inégalités, on a l'émergence des technologies numériques, ce qu'on appelle parfois la 4e J'ai révolution plus. digitale. On a des évolutions démographiques et en particulier le vieillissement de la population. Et puis on a l'urbanisation. Alors pour les 3 premières méga-tendances dont j'ai parlé, on a vraiment eu beaucoup de changements du fait de la crise. Pour les 2 dernières méga-tendances, pour le vieillissement de la population et pour l'urbanisation, il y a eu moins d'impact du fait de la crise, mais les tendances de fond restent très très fortes et on pourrait éventuellement en parler par la suite. Donc aujourd'hui, on va essentiellement se focaliser sur le changement climatique et sur la montée des inégalités. Voilà, les slides apparaissent, super. Donc on peut passer juste à 2 slides plus loin. Voilà, hop, voilà. Donc je pense que c'est pas juste avant, s'il te plaît. Je pense que c'est pas exagéré de dire qu'il y a eu une prise de conscience au niveau des enjeux environnementaux lors de cette crise Covid, notamment parce qu'il y a beaucoup d'institutions internationales comme les Nations Unies ou comme l'OMS qui ont lié l'émergence de pandémies au changement climatique et à la déforestation. Donc on ne connaît pas évidemment l'origine précise de l'épidémie de Covid, mais on sait que le changement climatique et la déforestation peuvent vraiment être à l'origine de l'émergence de pandémies et je pense que les gouvernements en ont de plus en plus conscience. Donc on a eu vraiment beaucoup d'annonces très fortes qui ont été faites, notamment au niveau de la neutralité carbone. Il y a un objectif de neutralité carbone qui a été annoncé pour 2050 de la part du Royaume-Uni, de l'Union européenne, du Japon, Corée du Sud, des États-Unis, et pour 2060 dans le cas de la Chine. En ce qui concerne les États-Unis, il y a vraiment un virage à 180 degrés avec la présidence de Biden, évidemment, et le fait que les États-Unis soient revenus dans l'accord de Paris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'accord de Paris, tous les pays membres doivent proposer tous les 5 ans ce qu'on appelle une NDC, une contribution au niveau national, ce qui définit les objectifs et la stratégie de réduction des émissions. Et il se trouve que c'est cette année, à la COP26 de novembre donc 2021, que les États devront présenter leur nouvelle version de NDC.
Ce que vous pouvez voir sur ce graphique ici, c'est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre pour les États-Unis. Vous pouvez voir les engagements qui avaient été pris sous la présidence Obama et celles qui devraient être prises sous la présidence Biden. Vous voyez qu'il y a vraiment une accentuation de la volonté politique au niveau des réductions des émissions à effet de serre. On trouve ça aussi au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, jusqu'à maintenant, avait un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Maintenant, on est sur un objectif de réduction de 55%. Donc, on voit vraiment qu'il y a une accélération de l'histoire en ce qui concerne ce sujet-là, et c'est en partie lié à la pandémie. On peut passer au slide suivant. On peut voir que vraiment cette question, elle est complètement au centre, au cœur des plans de relance des différents pays développés. En ce qui concerne l'Union européenne, il y a le plan de relance de 750 milliards. Il faut qu'il y ait au moins 37% de ce plan de relance qui soit consacré à la transition verte. Il y a également 20% pour la transition digitale. On a la même chose au Japon. Il y a à peu près la moitié de l'énorme plan de relance de 708 milliards qui va être mis en place, qui concerne la réduction des émissions de CO2 et également la transition digitale. Et en ce qui concerne les États-Unis, alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites, il y a des choses qui vont être faites, notamment parce que Joe Biden a présenté deux projets de plan d'infrastructure dont l'enveloppe est de 4 100 milliards sur 8 ans, donc c'est quand même très très important. Si on passe au slide suivant, on peut mentionner deux points très très importants dans les objectifs on va dire climatiques de Biden. Le premier, c'est de faire en sorte que la production d'électricité d'ici 2035, elle soit à 100% décarbonée. Donc là, il y aura un appel très fort qui sera fait aux renouvelables, aux énergies renouvelables, notamment au solaire et à l'éolien, aussi vraisemblablement au nucléaire. Vous voyez que ici sur ce graphique-là, on voit la répartition de la production d'électricité par source. Il y avait déjà une montée progressive des renouvelables. On peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une très forte accélération sur les années qui arrivent. Vous voyez que notamment les centrales à charbon, c'est ce qui est en vert ici, est vraiment en train de baisser fortement, et c'est quelque chose qui va continuer. Donc on devrait avoir des incitations fiscales en ce qui concerne toutes les énergies renouvelables et vraisemblablement aussi pour le nucléaire aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on peut juste revenir au slide d'avant, s'il te plaît. Ça concerne vraiment le vrai changement en ce qui concerne les véhicules électriques. On sent qu'il y a vraiment un basculement qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, dans ce qui a été annoncé et qui va être réalisé, qui est déjà adopté, c'est le fait que la flotte gouvernementale, donc les 650 000 véhicules qui appartiennent à l'administration fédérale, vont basculer progressivement vers des véhicules électriques. Et dans le cadre du plan d'infrastructure, il y aura l'installation de 500 000 bornes de recharge aux États-Unis pour vraiment essayer de faire basculer le modèle de la voiture vers les véhicules électriques. On sent qu'il y a un effet d'entraînement qui est très très fort, notamment parce qu'il y a beaucoup de constructeurs américains qui sentent que la vague est en train le vent est en train de tourner, qui commence à vraiment se basculer vers le véhicule électrique. Maintenant, on peut passer au slide suivant, et on parlait de la deuxième thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la montée des inégalités. Alors, les inégalités, on en a déjà parlé avec vous. Elles ont très fortement augmenté dans les pays développés depuis les années 80. On peut notamment le voir sur le graphique en bas à gauche ici. On voit le top 10 des rémunérations dans le revenu total national qui a très fortement augmenté aux États-Unis, au Japon et en Europe depuis 1980. Il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a la globalisation, l'automatisation, le fait qu'il y ait des rentes dans certains secteurs. Et en tout cas, ce qui a été prouvé, démontré notamment par l'OCDE et par le FMI, c'est que cette augmentation des inégalités de revenus, elle a vraiment un effet très négatif sur la croissance économique. C'est statistiquement prouvé. En fait, ce qui a changé lors de cette crise, c'est que ces inégalités, elles ont été vraiment exacerbées
tous les groupes qui étaient les moins avantagés avant la crise ont été les plus pénalisés par la crise. Si on prend l'exemple, par exemple, des femmes, les femmes ont plus souvent perdu leurs emplois que les hommes. Les moins diplômés ont plus souvent perdu leurs emplois que les plus diplômés. Les employés à bas salaire ont plus souvent perdu leurs emplois que les employés à haut salaire. Les personnes d'origine étrangère ont plus souvent perdu leurs emplois que les personnes qui ne sont pas d'origine étrangère. Et là, on voit vraiment que quel que soit l'axe qu'on regarde, on a vraiment eu une exacerbation des inégalités dans les pays développés. Un autre point qu'on peut mentionner, c'est le fait que, vous savez, on n'arrête pas de parler de la très forte épargne qui a été accumulée lors de cette crise Covid dans tous les pays développés. C'est particulièrement vrai aux États-Unis où il y a énormément d'épargne qui a été accumulée. Eh bien, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette épargne, cet excès d'épargne a essentiellement été capté par les Américains les plus riches. Et aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de la Fed, à la fin de l'année 2020, les 1% d'Américains les plus riches détenaient 31,4% du patrimoine total. Et ils n'ont jamais finalement détenu autant dans le patrimoine total. Et on voit vraiment qu'il y a une exacerbation des inégalités également de patrimoine et pas seulement de revenus. Pour le dernier slide, donc, ce que je dirais aussi sur ce sujet-là, c'est que sur le sujet des inégalités, c'est que les autorités politiques regardent de plus en plus ce qui se passe au niveau des entreprises, et je pense qu'on peut de plus en plus dire que les inégalités sont en train de devenir un nouveau risque financier par les entreprises. Ça peut se voir à sur différentes mesures qui sont soit qui ont déjà été prises, soit qui sont sur le point d'être prises. Aux États-Unis, Joe Biden a signé un executive order pas plus tard que la semaine dernière pour obliger toutes les entreprises sous contrat de l'État fédéral à mettre en place un salaire minimum d'au moins 15 $ de l'heure. Auparavant, c'était aux alentours de 9 $ de l'heure. Là, on voit bien que donc les entreprises qui ne payent pas suffisamment leurs employés vont être pénalisées par ces mesures. Une autre mesure qui a été prise aux États-Unis, c'est notamment en ce qui concerne la ville de San Francisco. Lors des dernières élections en novembre, donc c'est très très récent, la ville de San Francisco a suivi l'exemple de la ville de Portland et a mis en place une surtaxe pour les entreprises pour lesquelles le CEO pay ratio, donc en fait le ratio de la rémunération du PDG et de l'employé, de la rémunération médiane de l'entreprise, eh bien, la ville de San Francisco a mis en place une surtaxe pour les entreprises pour lesquelles le CEO pay ratio est trop élevé. Et il ne faut pas non plus balayer ça d'un revers de main parce que Bernie Sanders essaye d'imposer ça comme une source de financement dans le plan d'infrastructure. Donc, on n'a pas de garantie que ça arrivera, mais c'est quelque chose qui peut arriver donc dans les mois à venir. Je terminerai simplement avec l'exemple de l'Europe. Alors, la façon de regarder les disparités salariales n'est pas forcément la même aux États-Unis et en Europe. En tout cas, en ce qui concerne l'Europe, il y a aujourd'hui, en 2019, il y avait un écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes de 14,1%. On peut dire que les choses progressent et c'est vrai. Au début des années 2010, il y avait l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes était de 16%, sauf que cette progression elle est vraiment beaucoup trop faible. Et si on prenait la tendance des 5 dernières années, il faudrait quand même 44 ans pour qu'on ait une égalisation des rémunérations entre les hommes et les femmes. C'est beaucoup trop long. Et c'est notamment pour ça que la Commission européenne a proposé une directive pour imposer aux entreprises de plus de 250 salariés de publier chaque année un rapport sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et voudrait que des sanctions financières soient mises en place pour les entreprises qui n'arriveraient pas à justifier ces écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et là, on voit bien de plus en plus que ce sujet des inégalités est en train de devenir un risque financier pour les entreprises. Donc, je m'arrêterai là pour Merci la Bastien. présentation. Merci beaucoup. Alexandre, est-ce que tu peux prendre le relais et donc nous faire un petit point d'actualité sur le fonds Climate Action, s'il te plaît? Bien sûr, merci Emmanuel, merci Bastien. Alors je vais d'abord vous rappeler un peu notre stratégie et ensuite vous parler un peu de ce que nous avons fait depuis ce début d'année. Avec ce fonds, nous proposons à nos clients une solution pour investir dans des entreprises qui intègrent le risque climatique. Nous investissons dans les entreprises qui intègrent ce risque, mais qui sont aussi acteurs de la transition vers une économie bas carbone. C'est un fonds d'action international, tout pays, tout secteur,
Mais la spécificité de notre approche, c'est que nous ne faisons pas d'exclusion sectorielle a priori. Ce n'est pas un fonds uniquement investi dans les éoliennes ou les panneaux solaires, on se veut pragmatique. Au contraire, l'ensemble des acteurs économiques doivent participer à la lutte contre le changement climatique par leur engagement à diminuer leurs émissions à effet de serre, et quel que soit le secteur. Donc pour nous aider à sélectionner ces entreprises, nous avons noué un partenariat avec une ONG, le CDP, qui va chaque année demander aux entreprises d'identifier, de déclarer, de quantifier leurs émissions carbone et les mesures mises en place pour diminuer celles-ci. Ça va se concrétiser par une notation et nous allons utiliser cette notation dans la définition de notre univers d'investissement. Notre approche va avoir donc 3 filtres durables, un filtre, je dirais, climatique, obtenu avec les notes du CDP, un filtre ESG, et là nous leverageons les capacités du groupe avec les analystes extra-financiers d'Amundi, et un filtre de risque de réputation. Cet univers éligible va être notre point de départ pour notre processus de gestion et notre sélection de titres. Donc la stratégie Climate Action aujourd'hui fait 1,1 milliard d'euros. Le fonds flagship CPR Invest Climate Action fait 700 millions d'euros. Il a été créé il y a plus de 2 ans et demi. En termes de performance depuis le début de l'année, le fonds affiche une performance de 8,8%. Alors ce premier trimestre a été très dense, avec une volatilité forte et parfois des éléments contradictoires. On a eu la campagne de vaccination qui se met en place et qui a des rythmes différents en fonction des régions. Les réouvertures se font aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, en Israël. Et à cela s'ajoutent des plans massifs, particuliers aux USA, des plans de relance qui n'a pas manqué à créer des tensions sur les taux longs en anticipation de l'accélération de la croissance économique, mais aussi de la hausse de l'inflation. Ainsi, les actifs dits de duration longue, comme les services publics, la santé, les défensifs, mais aussi les actifs dits de croissance, ont vu leur valorisation se réajuster à la baisse et fortement sur le premier trimestre. Il y a eu cette rotation de la croissance vers la value. Le fonds a bénéficié de son exposition au thème de la réouverture au travers de la consommation cyclique, des équipements médicaux, mais surtout du compartiment le plus value du portefeuille avec les biens d'équipement. À l'inverse, nous avons souffert sur notre exposition dans les semi-conducteurs, mais aussi aux renouvelables. Alors, dans un premier temps, nous avons diversifié nos paris, notamment aux États-Unis, et diminué notre exposition sur les valeurs avec une valorisation élevée, principalement dans la tech. On a fait passer notre exposition relative sur ce secteur d'une surpondération de plus 6,5% à plus 1%. Du côté des secteurs value, nous avons augmenté notre exposition aux cycliques, et en particulier les cycliques les plus en amont du cycle, celles qui sont les plus value, c'est-à-dire les matériaux de base, où nous avons privilégié le cuivre notamment. On a pris aussi nos profits sur la chimie, qui avait bien performé en ce début d'année, et ce qui nous a permis de maintenir, voire de diminuer aussi notre empreinte carbone dans le portefeuille. Nous sommes passés surpondérés sur les financières dès le mois de mars, en achetant principalement des banques américaines, des assureurs ou des valeurs exposées au marché financier, afin de bénéficier de cette pensification de la courbe qui s'est surtout passée de l'autre côté de l'Atlantique. Les financières sont ainsi passées d'une sous-pondération de moins 3% à une surpondération de plus 2,5%. Et enfin, nous avons maintenu nos paris et notre pondération sur les valeurs industrielles. Alors 2021 va être volatile, avec d'un côté des marchés qui anticipent une réouverture, une reprise économique, et de l'autre des entreprises qui doivent délivrer à la hauteur de ces attentes, qui sont de plus en plus élevées. Et si le premier trimestre a bénéficié d'une base de comparaison plutôt faible, facile, la transition du second au troisième trimestre va devoir être surveillée. En termes de valeur, je voudrais partager avec vous une valeur qui a participé positivement à la performance du fonds, mais qui est aussi s'est engagée avec les analystes ESG du groupe dans un dialogue sur leur engagement ESG, et c'est Saint-Gobain. Face à l'enjeu du changement climatique, Saint-Gobain a l'ambition de réduire ses émissions carbone, donc d'ici 2025, devront être diminuées de 20%. Ces déchets non valorisés devront baisser de 50% et leur rejet d'eaux industrielles de 80%, avec l'objectif aussi d'être zéro émission nette carbone d'ici 2050. Donc dans cette logique, ils ont instauré des politiques de gestion durable des ressources visant à minimiser les résidus de production et maximiser le contenu des recyclés dans leurs produits. Ils ont développé un programme d'excellence industrielle qui leur a permis de réduire leur consommation énergétique et donc leur gaz à effet de serre.
Ils ont fait évoluer aussi leur offre pour intégrer plus de renouvelables, plus de recyclage et allonger la durée de vie de leurs produits. Enfin, ils ont annoncé aussi des résultats de très bonnes factures au premier trimestre avec des ventes en hausse de 14% et ils ont confirmé leur ambition pour 2021 en termes de marge, mais aussi de bénéfices par action. Je serais très heureux de vous présenter le fonds de manière plus approfondie à un autre moment, mais pour l'heure, je vais passer la main au prochain intervenant qui est Yasmine Debray. Merci Alexandre. Yasmine, je propose de prendre le relais. Et donc, en quelques minutes, un petit point d'actu sur ton fonds Social Impact, qui a un peu plus d'1 an d'historique maintenant. Ben, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Je Parfaitement. suppose. Ah, parfait. Bon, eh bien, effectivement, moi, voilà, Bastien nous a fait un panorama des grandes méga tendances qui animent le monde aujourd'hui. Voilà, Alexandre répond avec son fonds à la tendance sur le climat. Eh bien, nous, on va répondre à la tendance sur les inégalités. Le fonds Social Impact, c'est un fonds à impact social, hein, comme son nom l'indique, mais de manière plus spécifique, c'est un fonds qui va traiter des inégalités sociales. Alors, comment on approche le sujet? Eh bien, nous avons décidé d'investir dans les entreprises qui ont les meilleures pratiques en matière de réduction sociale. Elles ont ainsi un impact dans leur périmètre, hein, par leurs pratiques auprès de leurs employés, mais aussi souvent à travers leur chaîne d'approvisionnement. Je vous donne l'exemple de TSMC. C'est une société qui a des bonnes pratiques en matière de réduction des inégalités. C'est le plus gros fondeur à l'échelle mondiale, donc un gros donneur d'ordre. Pour travailler avec TSMC, eh bien, il faut adhérer à la Responsible Business Alliance. Donc voilà notre approche. Et puis nous avons aussi une spécificité, c'est que nous n'allons investir que dans les sociétés qui ont des pratiques qui sont en avance par rapport à celles de leur pays. Effectivement, le sujet des inégalités, c'est un sujet local. Une société qui a des pratiques moyennes dans un pays aux mauvaises pratiques, eh bien, elle a une contribution positive. Elle joue un rôle de vitrine sociale pour tirer les pratiques vers le haut. Alors qu'une société aux pratiques moyennes dans un pays déjà très égalitaire, elle n'a aucune contribution positive et elle n'est même pas au standard de son pays. Donc voilà, nous prenons les entreprises aux meilleures pratiques et aussi les entreprises dont les pratiques sont en avance par rapport à celles de leur pays. Alors le fonds, il a été lancé en décembre 2019, avant la crise du coronavirus, puisqu'à l'époque, nous avions déjà fait le constat que la montée des inégalités depuis les années 80 devenait un sujet majeur. Effectivement, les 1% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter 2 fois plus vite que ceux des 50% les plus pauvres. Et voilà, on avait déjà des manifestations, des revendications sociales et les inégalités voilà, pesaient sur la croissance économique et commençaient à représenter un risque même pour la démocratie. Donc bien sûr, la crise du coronavirus, comme l'a très bien évoqué Bastien, n'a fait qu'accentuer les inégalités, hein. On l'a vu en France, entre les enfants qui étaient outillés pour faire l'école à la maison et les autres, entre les familles qui ont pu se confiner dans des grandes maisons au vert et celles qui étaient dans des petits appartements les uns sur les autres. Et puis, même au niveau mondial, si les inégalités augmentaient depuis les années 80, on avait au moins la compensation de voir la pauvreté diminuer. Eh bien, en 2020, pour la première fois, des millions de personnes en Asie du Sud-Est et en Afrique sont repassées sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, c'est un fonds qui fait sens et qui n'a jamais fait autant de sens qu'aujourd'hui. Alors, quelle approche avons-nous adoptée dans notre définition des inégalités? Eh bien, nous avons articulé notre approche autour de 5 piliers. La fiscalité. Est-ce que l'entreprise est très agressive en matière d'optimisation fiscale ou pas? Et puis un deuxième pilier qui va être un pilier revenu, qui va mesurer les inégalités salariales dans l'entreprise. Bastien a évoqué le ratio d'équité, le ratio entre le salaire du PDG et le salaire médian dans une entreprise. Voilà, ça c'est un indicateur qui nous intéresse beaucoup dans la construction de notre univers d'investissement. Et puis nous avons un troisième pilier qui va être un pilier diversité, un pilier santé et éducation, et enfin le cinquième pilier qui va correspondre à tout ce qui est accès aux produits et services de base et aux libertés fondamentales.
Donc voilà, je pense que quand j'ai évoqué mes 5 piliers, notamment le pilier fiscalité, plus d'un a dû se poser la question de la performance financière, hein. Parce qu'on sait bien que une société qui ne cherche pas à tout prix à optimiser sa facture fiscale, toute chose égale par ailleurs, aura une rentabilité moins élevée que la société qui aura été très agressive sur le plan fiscal. Donc c'est une question tout à fait pertinente. Et ce que je voudrais dire, en fait, c'est que les investisseurs ne sont pas les seuls à se préoccuper de plus en plus du sujet des inégalités. Les classes dirigeantes s'en préoccupent et on voit de plus en plus de réglementations visant à lutter contre les inégalités apparaître. Alors, Bastien a déjà parlé de ce qui se mettait en place aux États-Unis avec Joe Biden. Hein, Joe Biden entend augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc, il a commencé avec son executive order pour les sociétés qui travaillent avec le gouvernement, mais c'est une première étape. Ensuite, voilà, il entend augmenter la fameuse taxe GILTI, la taxe qui vise à lutter contre les paradis fiscaux. Donc, il veut lutter contre l'optimisation fiscale agressive. Et puis en Europe, comme Bastien l'a évoqué, il y a des réglementations qui se mettent en place pour favoriser la diversité. En France, les entreprises avec des plus de 50 salariés doivent publier un index d'égalité femmes-hommes sans quoi elles seront soumises à des pénalités financières. Donc il y a un aspect réglementaire qui favorise notre thématique qui est en train de se mettre en place. Mais même au-delà de cet aspect réglementaire, eh bien, il y a des vertus à être une société qui favorise la diversité, qui investit dans son capital humain à travers la santé et l'éducation. Généralement, ce sont des sociétés qui vont avoir des retombées positives avec une plus grande capacité à innover. Et là, j'aimerais donner l'exemple de L'Oréal. L'Oréal, c'est une société de qualité qui a beaucoup investi dans la diversité, la santé et l'éducation de ses employés et du coup, qui a pu s'ouvrir de nouveaux marchés et qui a eu une très forte croissance et un parcours boursier, un très bon parcours boursier. Donc voilà, en conclusion, ben, je voudrais dire que voilà, ce fonds Social Impact, c'est un fonds qui s'adresse aux investisseurs qui sont en recherche de sens, mais aussi à des investisseurs qui souhaitent gérer le risque social de leur investissement. Et cela sans sacrifier la performance financière. Merci Yasmine, merci à tous. Peut-être Bastien, pour conclure, un petit mot d'actu sur les autres méga tendances qui ont pu là aussi évoluer ou non avec cette crise, peut-être en 1 minute 30, 2 minutes. Ok, ça marche. Oui, donc je disais au début de l'intervention qu'il y avait 2 méga tendances pour lesquelles il n'y avait pas eu non plus de bouleversement lors de la crise Covid. C'était le vieillissement de la population et puis l'urbanisation. Ceci dit, le mouvement de fond est quand même très très puissant pour ces méga tendances. Si on prend juste l'exemple du vieillissement de la population et qu'on se focalise sur les États-Unis, eh bien la population de moins de 60 ans a commencé à baisser aux États-Unis, alors que la population de plus de 60 ans augmente sur un rythme de 3% par an en moyenne sur les dernières années. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un soutien très très fort à la silver economy. C'est quelque chose qui est généralisable dans tous les pays développés. Donc ça, c'est le premier point pour le vieillissement de la population. En ce qui concerne l'urbanisation, alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'articles de presse, beaucoup de buzz qui a été fait sur le fait que des familles quitteraient des grandes villes pour aller télétravailler à la campagne. Donc ça, ce sont des faits qui sont établis, c'est vrai. Ceci dit, là, je pense qu'il faut quand même remettre les choses en perspective et bien réinsister sur le fait que le mouvement de fond, vraiment la tendance de fond, c'est l'urbanisation, c'est le fait que les villes soient de plus en plus puissantes. Et je citerai juste une statistique pour terminer. Aujourd'hui, il y a 53% de la population mondiale qui vit dans les zones urbaines. Il y en aura 70% en 2050 selon les Nations Unies. On voit que cette tendance, elle est vraiment très très forte depuis plusieurs décennies et c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter avec la crise Covid. Donc voilà, 2 tendances qui sont vraiment très très puissantes, même si la crise Covid n'a pas changé la donne. Merci Bastien. Alors effectivement, on aura encore quelques sujets à
à évoquer ensemble sur les méga tendances dans les semaines qui viennent. J'en profite d'ailleurs pour vous mentionner le fait que nous avons signé un partenariat avec Boursorama et donc vous pouvez retrouver nos gérants thématiques régulièrement sur ce site-là. Aujourd'hui même, Guillaume Hudviller donc évoquera le fonds éducation donc pour la seconde session et donc qui sera suivi d'un certain nombre d'émissions donc sur les différentes thématiques que nous gérons. Un grand merci pour votre attention. Bien évidemment, toutes vos questions, compte tenu du temps, pourront être posées à vos contacts commerciaux qui seront ravis d'y répondre et ravis d'aller un peu plus loin avec vous sur tous ces sujets. On espère vous revoir très bientôt. Portez-vous bien et merci encore.